l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes menthes poivrées, c'est Vince de l'école du jeu, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue dans mon top 100 et cette fois-ci on va regarder ensemble les positions 60 à 51 des meilleurs jeux de la planète Terre en entier selon moi. Évidemment, c'est très subjectif. Deuxièmement, ça a été fait dans le mois de février 2021, donc ça l'a changé, c'est sûr, certain, depuis ce temps-là, parce que j'ai tellement joué à des bons jeux depuis. Et non seulement ça, j'ai divisé en fait ces différents jeux-là selon différentes catégories. Puis pour mieux comprendre en fait le processus par lequel j'ai passé, je vous encourage à aller voir mon introduction par rapport à ce top-là. Mais sinon, on est parti avec la position 60. Il s'agit de Néandertal. Un petit jeu dans une petite boîte là, qui est juste là. Regarde, why not? Je vous la sors. Je suis fou comme ça. Wow! Et c'est pas très très beau, hein? C'est pas très attirant, mais c'est un jeu que j'aime énormément. J'aime full ce jeu-là. C'est un genre de Yadzi version gros gamer sale que j'aime bien dire parce que on lance des dés, on espère d'avoir les bons résultats. Si on n'a pas les bons résultats, écoute, on revient bredouille chez soi et on peut se faire ramasser par des événements qu'on n'est pas trop capable de pouvoir jauger là, nécessairement. C'est un jeu avec plein de règles, plein d'exceptions à la règle, plein de petits détails à retenir. Mais somme toute, une fois qu'on commence à bien saisir la dynamique de jeu, c'est un jeu qui est super thématique, mais non seulement ça, qui est vraiment intéressant pour la proposition que M. Eklund nous amène avec Néandertal. Un superbe jeu, là. C'est vraiment, vraiment excellent ce jeu-là. Il faut juste apprécier l'expérience pour ce que c'est et se dire, c'est correct que j'aie pas trop de contrôle sur plein de choses, puis je vais vivre au jour le jour comme les hommes de Néandertal le faisaient auparavant. Si tu acceptes cette condition-là, tu vas triper. Si par contre, tu as de la misère avec ça, tu risques de trouver le jeu long et plutôt difficile, puis un petit peu, c'est plat, arrête de chialer, OK? Va jouer à tes jeux, là, moi je vais jouer au mien, OK? Bon. Numéro 59, Sherlock Holmes, détective conseil. Il y a beaucoup de variantes de Sherlock Holmes Détective Conseil qui sont sorties depuis les années. Mais pour moi, le Sherlock Holmes Détective Conseil a de quoi qui évoque chez moi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, premièrement, la qualité de l'écriture est incroyablement bonne. C'est fou à quel point ce jeu-là est bien écrit. L'histoire se tient debout de A à Z. Les clins d'œil, mais surtout les petites choses qui sont, les espèces d'indices qui sont parsemés ici et là, dans les différents journaux, des différents scénarios. Bref, il y a vraiment, vraiment plein de belles choses dans Sherlock Holmes Détective Conseil. J'aime le côté papier-crayon. Pour moi, il y a de quoi qui est vraiment intéressant dans cette optique-là où est-ce que on dépose notre téléphone de côté, on dépose tous les écrans, puis on commence à juste faire bouillonner notre cerveau, écrire des notes, prendre des notes, discuter avec les autres et d'aller visiter puis d'aller cogner aux portes là, des différentes personnes que l'on va, sur lesquelles on va enquêter. Je trouve vraiment que Sherlock Holmes Détective Conseil est sur la coche par rapport à ça. Il y a plein de tomes, il y a plein de différentes boîtes. J'ai juste fait la première, malheureusement. Pas que les autres ne m'intéressent pas, c'est simplement la circonstance de la vie. Mais c'est sûr certain que dès que je conclue vraiment les petits derniers scénarios là, qui me manquent dans la boîte de départ, je vais sauter sur les autres boîtes immédiatement. C'est vraiment bon, Sherlock Holmes Détective Conseil. Puis, ça peut être une super belle alternative pour une soirée meurtre et mystère. Bref, position 58, il s'agit de Stockpile. Les Stockpiles seraient probablement beaucoup plus élevés dans mon top, puisque j'ai pas joué beaucoup à Stockpile. En fait, j'en ai entendu parler un peu avant l'espèce de gros confinement qui se passe actuellement. Mais Stockpile, là, j'ai juste du positif à dire. Je comprends même pas pourquoi est-ce que ce jeu-là n'est pas encore traduit en français. Je suis un peu... En fait, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu personne qui se soit penché sur ce jeu-là parce que c'est le jeu par excellence, selon moi, de stock market
qui va être super facile d'accès, mais qui va nous faire vraiment réfléchir. Il y a un petit côté de déduction où est-ce qu'on essaie de voir qu'est-ce que les autres veulent faire et quelle information ont-ils que moi je n'ai pas. Il y a un côté aussi où est-ce qu'on veut, dans le fond, déstabiliser les autres joueurs avec les informations. Donc, des fois, on peut peut-être faire des trucs pour leur faire croire certaines choses. Bref, Stockpile, c'est incroyable. Les extensions amènent tellement à ce jeu-là. C'est tellement bon. Comme je vous dis, je comprends juste pas pourquoi est-ce que ce jeu-là n'a pas de traduction française. Il en faut une. S'il vous plaît, faites de quoi avec ça. Éditeur français que vous êtes, si vous m'écoutez pas, puis que si vous m'écoutez puis vous n'êtes pas votre éditeur français, vous avez un contact avec eux, parlez-leur de ça. Et Stockpile, c'est vraiment bon. Numéro 57, 1846. Et là, c'est particulier parce que lui, encore une fois, serait beaucoup plus haut dans mon top. Pour la simple et bonne raison que j'ai juste joué à 1846 en différé en ligne. Et pourtant, il fait mon top parce que c'est probablement le 18XX que j'aime le plus jusqu'à maintenant. Non pas parce que, non pas à cause de sa lourdeur ou quoi que ce soit ou parce qu'il est plus accessible, c'est vraiment parce que c'est lui que j'ai compris, que jusqu'à date j'ai joué le plus. Fait que c'est sûr que c'est mon préféré. J'en ai pas joué beaucoup des 18XX, mais celui-là, là, il est vraiment parfait pour bien comprendre le système des 18XX, de saisir c'est quoi l'ambiance, c'est quoi la dynamique de jeu autour de cette gamme de jeux-là. 1846, c'est vraiment bon à tout point. Puis honnêtement, ces jeux-là semblent super, super durs d'accès. Puis là, oh my god, c'est comme. Moi, je voyais ça auparavant comme étant, hey, faut vraiment que tu sois comme calé dans le jeu de société. Pas du tout, là. On est rendu loin quand même dans l'évolution du jeu de société. Puis les 18XX sont rendus quand même assez accessibles. Surtout celui-là, là. Il n'y a pas des trucs qui sortent complètement hors de ce qu'on connaît actuellement, là. Beaucoup de jeux ont intégré des principes du 18XX, puis qu'ils l'ont fait soit plus simple ou ils ont pris une mécanique spécifique, ils ont créé un jeu autour de ça. Puis 1846, il est vraiment le fun. Il est impressionnant aussi à voir aller, là, de voir en fait son montant, son cash monter, c'est vraiment le fun. Bref, je m'emballe, puis il ne faut pas trop que je m'emballe, je vais faire ça court. Je vais aller au numéro 56, qui est Tales of the Northlands. Donc, Tales of the Northlands, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti malheureusement, mais c'est un jeu qui est passé en dessous du radar. C'est un jeu que moi, je trouve vraiment fun. Il y a des défauts, ce jeu-là, je ne le cacherai pas, que c'est pas un défaut, c'est pas un jeu qui a que des qualités, puis il y a comme quelques petites affaires ici et là que tu fais « Ah ouais, tu sais, c'est complexe, ça aurait pu être simplifié. Il y a plusieurs petites règles pour ça, alors que ça pourrait être simple. Ah, ça aurait pu être écrit autrement pour qu'on puisse mieux le comprendre à première vue. » Le plateau aussi, des fois, l'iconographie, elle a dû être, j'épargne les détails, là, mais elle a dû être, ils ont dû moyenner avec les moyens du bord, comme on dit en bon québécois. Mais wow, l'expérience est vraiment le fun. J'aime beaucoup ce jeu-là. Je trouve que c'est intelligent, c'est bien fait. Ça sort complètement des sentiers battus, encore une fois. Ça montre que le jeu euro peut avoir une dimension semi-coopérative vraiment intéressante. J'ai vraiment, vraiment aimé mes expériences de Tales of the Northland. Je veux leur sortir encore. C'est juste que, bon, présentement, c'est plus ou moins facile. Et c'est un jeu surtout qui est optimal à 4 joueurs, 3 joueurs peut-être, mais 4, là, c'est vraiment le sweet spot. Et en bas de ça, c'est un peu plus difficile à y jouer. Mais il y aurait moyen, encore une fois, de trouver des solutions, des alternatives. Bref, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Un autre jeu que j'ai aimé, qui est numéro 55, il s'agit de Good Critters. Alors, Good Critters, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de I split you choose, une mécanique qu'on ne voit pas très souvent en fait. Un split you choose, c'est que tu as quelqu'un qui a en fait un lot et qui doit le séparer en petits lots et les donner à chaque joueur. Et puis, les joueurs ont le choix soit d'accepter ce lot-là qui leur a été donné ou pas. Puis donc là vient en fait toute l'espèce de négociation. Le fait aussi qu'il y a de l'information cachée, donc on ne sait jamais trop qu'est-ce que les autres joueurs ont, qui qu'il faut attaquer, qu'il ne faut pas attaquer. Beaucoup de négociations, d'alliances brisées, de cœurs brisés.
Mon cœur a été renversé à plusieurs reprises dans ce jeu-là, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment bon. Mais enfin bref, hein, Code Critters, c'est super bon. Encore une fois, un jeu trop méconnu, qui n'a pas été encore traduit. Traduisez ce jeu-là, c'est super bon. Numéro 54, Space Alert. Et là, honnêtement, si vous ne connaissez pas Space Alert, c'est un des premiers jeux, en fait, pas un des premiers jeux, c'est pas vrai. C'est un des premiers gros jeux de gamer sale de temps réel. Et encore aujourd'hui, j'ai de la misère à pouvoir dire, ouais, on a un équivalent à Space Alert. Il n'y en a pas. Honnêtement, j'ai de la difficulté à faire, oui, OK, l'équivalent plus récent, ce serait tel jeu. Space Alert, c'est vraiment un jeu à part entière qui est unique, qui dure tout le temps environ 10 minutes et qui va en graduant. C'est un jeu de Vlada Chvátil et si vous connaissez M. Chvátil pour codename, ben, sachez qu'avant, il faisait des gros jeux intenses avec plein de règles qui ne te prenaient pas par la main. Hein? On va se le dire de même. Si tu faisais des erreurs, il disait « Ah, t'as fait une erreur, c'est pas grave, il va y avoir une autre partie. Tu veux-tu rejouer? Ah, t'as fait une autre erreur. C'est pas grave, il va y avoir une autre partie. » Fait que c'est comme ça que la rejouabilité se faisait avant. Mais Space Alert, dans le fond, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout d'abord, contrairement à ce que je viens de dire, le jeu te prend tranquillement par la main. Il va te faire, OK, voici le premier scénario. Voici le deuxième scénario, on ajoute ça. Voici le troisième, on va rajouter telle situation. Maintenant, le quatrième, c'est tous les éléments que tu as pris, mais on va rajouter une couche de difficulté. Et là, tranquillement, à la fin, tu arrives avec un genre de jeu de « Oh my God, si tu sautes directement au dernier scénario, là, t'es malade, t'es fou. Tu vas juste bloquer, tu vas figer, ou tu vas juste free, ou tu vas juste pitcher la table par-dessus bord. » Mais Space Alert, là, c'est sauté, c'est vraiment bon. C'est un jeu coopératif en temps réel de 10 minutes et c'est intense, c'est juicy, mais c'est complètement unique et excentrique. Puis c'est pour ça qu'il est en position 55. Numéro 53, Concordia. Concordia, bon, JP le trouve correct. Là. Pour moi, c'est un jeu extraordinaire. JP, il n'a pas assez joué. Là. Il ne sait pas de quoi il parle vraiment. Mais blague à part, Concordia, c'est juste malade comme jeu. C'est incroyable. Plus tu joues à ce jeu-là, plus tu réalises les couches d'épaisseur, de stratégie qu'il y a. Plus tu joues, plus tu réalises que tu peux être sweet avec les autres ou tu peux être un gros cochon puis faire des gros coups fourrés à tout le monde. Puis d'être méchant dans ce jeu-là, ça se peut fort bien. Concordia, là, c'est sweet et c'est en même temps tellement amer parfois. Mais somme toute, là, le jeu est flabbergastant. J'aime la méthode de scoring où est-ce que toutes les cartes que l'on accumule, oui, vont nous donner des bonus pendant la partie, mais c'est aussi ça va être notre manière de scorer des points. Donc, on va se diriger vers différentes avenues dépendamment de ce qu'on a obtenu comme carte. Pour moi, Concordia, c'est comme un peu... C'est vraiment un classique qui est boudé à cause de son... Oui, le cover est pas beau, là. Ben oui, là, c'est correct. On peut-tu passer à d'autres choses, s'il vous plaît? Hein? C'est ça, tu sais, je veux dire... Regarde les magazines Last Heure, là, avec les grandes célébrités. Des fois, les célébrités sont pas de mon goût, hein? C'est pas grave, ça veut pas dire que le magazine n'est pas bon. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, la comparaison est très boiteuse. Je vais passer au numéro 52. Hein? 52, il s'agit de Millennium Blades. Puis encore une fois, celui-là, il aurait été définitivement plus haut dans mon top si j'avais joué davantage. Millennium Blades, honnêtement, ce jeu-là me flabbergaste. C'est un des jeux que j'ai envie le plus de ressortir une fois qu'on va être capable de revoir des amis. Millennium Blades, c'est un jeu de... On est un collectionneur de cartes, de jeux de cartes à collection. Et notre but, c'est de faire des échanges de cartes avec les autres joueurs en temps réel. Et une fois que c'est fait, on construit notre deck pour aller en tournoi. Et dans ce tournoi-là, on va accumuler des points. On va peut-être récupérer des nouvelles cartes. On va pouvoir acheter des boosters. Puis aller chercher des cartes super fortes. Échanger ces cartes-là, les revendre au magasin. Bref, c'est sauter au bout. Il y a quelque chose de nostalgique parce que moi, je suis un ancien joueur de cartes Pokémon, de cartes Magic et de cartes Lord of the Rings Collectible Card Game.
Et pour moi, il y a comme de quoi de vraiment intéressant. Un genre d'utopie quand j'étais jeune, de me dire un jour, je vais être capable d'avoir en masse du cash pour gagner dans des tournois, pour aller me racheter d'autres cartes, ce qui n'est jamais arrivé parce que j'ai tourné vers le jeu de société, ce qui est une bonne chose. Mais sinon, Millennium Blades me permet de pouvoir retomber dans ce côté-là plus enfantin, de rêve inaccompli dans le collectible card game. J'adore Millennium Blades. Si vous aimez des jeux avec une thématique complètement sautée, qui est super thématique, qui est super immersif, Millennium Blades est fait pour vous sans aucun doute. Et je conclue avec mon numéro 51, qui est un autre jeu super thématique, Fog of Love. Et Fog of Love, encore une fois, je comprends pas pourquoi est-ce que ce jeu-là n'a pas encore été traduit. Je trouve ça bizarre parce que ça fait des années, moi, que je gosse un petit peu les éditeurs, leur dire « Hey, quand est-ce que vous allez faire une traduction? Oh, ça s'en vient bientôt, ça s'en vient bientôt. » Non! C'est pas encore fait. Comment ça? Fog of Love, j'y joue à chaque Saint-Valentin parce que pour moi, c'est un jeu. La meilleure manière de pouvoir vous décrire Fog of Love, c'est, dans le fond, c'est comme si Woody Allen avait un générateur de scénarios de films romantiques à sa disposition et que chaque partie de Fog of Love, c'est un scénario potentiel d'un film de Woody Allen. Donc, c'est vraiment ma meilleure manière de vous décrire ce jeu-là parce que c'est littéralement ça. Le jeu va nous proposer différentes situations. Des fois, des situations loufoques, des fois, des situations un peu ambiguës, des fois, des situations de je sais pas, c'est comme bizarre, puis je sais pas trop. Puis aussi, il va y avoir des conditions de victoire différentes dépendamment de nos objectifs personnels. Bref, c'est super intéressant comme jeu. Pour toutes ces raisons-là, j'adore Fog of Love. Je veux y rejouer plus souvent. C'est juste plate parce que, tu sais, justement, il faut avoir un bon comparse de jeu qui veut se prêter à ce jeu-là. Parce que c'est pas un jeu qui est nécessairement facile d'accès au sens où est-ce que tu joues à un jeu pour créer une histoire davantage que pour performer. Donc ça, les gens, des fois, sont peut-être un petit peu moins attachés à ça. Mais moi, ça me parle fois 1000. Je pensais pas aimer Fog of Love les premières fois que j'ai joué. Puis quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait comme « Oh my God! » Les histoires qui peuvent sortir de là, c'est incroyable. Chaque partie que j'ai jouée, je m'en souviens vraiment, vraiment clairement. Des moments où est-ce que tu dis « Aïe, man, il y a des matchs que c'est impossible que ça puisse fonctionner. » Puis ça fonctionne, c'est génial. Bref, Fog of Love, un superbe jeu que je veux qu'il y ait une traduction française parce qu'il mérite cette traduction-là. J'espère également que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Je vous remercie à ceux et celles qui m'écoutent, mais à ceux et celles aussi qui nous supportent sur Patreon. Grâce à vous, on a pu débloquer l'objectif que je fasse ce top 100-là. Donc, merci à vous de m'avoir fait subir cet exercice horrible qui est de faire un top 100. Mais bref, donc tout simplement pour vous dire merci de nous suivre sur la chaîne. Même si vous ne donnez pas au Patreon, c'est pas grave. Vous faites partie, vous êtes essentiel à notre belle communauté parce que sans vous, on n'existerait pas. Sinon, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram. Si vous avez des questions, commentaires, laissez-les dans la section des commentaires ci-bas. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et sur ce, mon nom est Vincent et je souhaite à vous et vos amis un bon jouage.